Pendant 30 ans, j'ai récuré les sols à genoux en regardant mes frères et sœurs ouvrir des cadeaux de Noël que je n'avais pas le droit de toucher. Chaque 25 décembre était le même rituel. Vernon et Patricia Rayfield s'asseyaient dans leurs fauteuils assortis, café à la main, souriant tandis que Colton et Bridget déchiraient le papier cadeau comme des animaux sauvages. Et moi? J'étais assis par terre, près de l'entrée de la cuisine, assez près pour regarder, mais assez loin pour connaître ma place. Denny, cette vaisselle ne va pas se faire toute seule, disait Patricia, sans même me regarder. Noël ou pas, le travail ne s'arrête pas, je pensais que j'avais été adopté. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce que je croyais. Le bébé non désiré que leur église les avait, par un chantage affectif, poussé à recueillir, la bouche à nourrir qui devait mériter chaque bouchée. Pendant 3 décennies, j'ai cru que c'était simplement mon lot dans la vie. Certains enfants ont des familles aimantes. Certains enfants ont les Rayfield. Mais aux funérailles de Vernon, alors que je me tenais au dernier rang, comme la honte de la famille que j'avais toujours été, un étranger dans un costume anthracite coûteux s'est approché de moi. Il tremblait, serrant de vieux documents contre sa poitrine comme s'ils étaient en or. Il m'a regardé comme on regarde un fantôme. Quelqu'un qu'on avait renoncé à revoir un jour. Denny Rayfield, a-t-il demandé, bien qu'il semblait déjà connaître la réponse. Oui, c'est moi. Il a secoué la tête lentement, délibérément. Non, votre nom est Christopher Thorne. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Cet homme, ce parfait inconnu, se tenait là, dans un salon funéraire, me disant que toute mon identité était un mensonge. Mais il n'avait pas fini. Il a sorti une coupure de journal jauni de 1994. Et là, c'était mon visage, plus jeune, mais indubitablement le mien, me fixant depuis la première page. Héritier disparu de la fortune Thorne. Récompense désormais de 93 millions. Vous n'avez pas été adopté, dit l'homme, la voix brisée. Vous avez été volé. Vos vrais parents n'ont jamais cessé de vous chercher. Votre mère est toujours en vie, Christopher. Et elle a passé chaque jour des 30 dernières années à prier pour que vous rentriez à la maison. Je m'appelle Christopher Thorne, bien que pendant 30 ans j'ai répondu au nom de Denny Rayfield. J'ai 35 ans. Et jusqu'à récemment, je gérais une quincaillerie dans le Montana rural, vivant d'un salaire à l'autre dans un appartement d'une chambre au-dessus d'un restaurant. Mon histoire ne porte pas sur la découverte que j'étais secrètement riche. Elle porte sur la découverte que chaque personne qui était censée me protéger a choisi de me détruire à la place. Elle porte sur la découverte que l'amour que je pensais ne jamais mériter me cherchait en fait depuis le début. L'homme en costume était Winston Aldrich, un détective privé qui me cherchait depuis que j'avais 7 ans. Vernon Rayfield n'était pas mon père adoptif. Il était mon ravisseur. Patricia Rayfield n'était pas une mère adoptive froide. Elle était ma gardienne de prison. Et Colton et Bridget, les enfants en or qui avaient tout alors que je n'avais rien. Ils étaient les enfants biologiques des gens qui m'ont volé dans un parc à Boston quand j'avais 5 ans. Le nom de votre mère est Éléonore, a dit Winston, des larmes coulant sur son visage buriné. Elle a bâti un empire avec votre père, espérant que le succès leur donnerait les ressources pour vous retrouver. Chaque dollar qu'il gagnait était consacré à la recherche, au FBI, aux détectives privés, aux spécialistes du vieillissement facial, même aux médiums quand ils étaient désespérés. Ils n'ont jamais abandonné, Christopher. Pas une seule fois en 30 ans. Vernon Rayfield était mort dans une boîte à 3 mètres de nous, sur le point d'être enterré avec ses secrets. Mais Patricia était vivante, assise au premier rang dans sa robe noire, jouant la veuve éplorée. Elle m'avait fait l'appeler, madame, toute ma vie, jamais, maman. Maintenant, je savais pourquoi. Chaque fois qu'elle me regardait, elle voyait le crime qui pouvait la détruire. Je n'étais pas l'enfant adopté non désiré. J'étais une preuve. J'étais la preuve de ce qui arrive quand la cupidité rencontre l'opportunité et que la conscience ne se montre jamais à la fête. J'étais le garçon dont la vraie mère se mourait de l'intérieur depuis 3 décennies, dont le père est mort avec ma photo de bébé dans son portefeuille, dont l'héritage dormait dans un fonds en fiducie, grandissant chaque année où je restais porté disparu. Winston m'a tendu une photographie. Elle était récente, prise peut-être un mois auparavant. Une femme d'une 60aine d'années se tenait devant un immense bâtiment d'entreprise. Et même de loin, même à travers le grain de la photo, je pouvais voir qu'elle avait mes yeux. Le même vert qui faisait que les Rayfield commentaient toujours que je ne leur ressemblais en rien. Parce que je ne leur ressemblais pas. Je ressemblais à Éléonore Thorne, ma mère,
qui, selon Winston, avait tenté de se suicider 2 fois dans les années qui ont suivi ma disparition, sauvé uniquement par l'espoir que quelque part, d'une manière ou d'une autre, je pourrais encore respirer. Elle a besoin de savoir que vous êtes en vie, dit Winston avec urgence. Elle ne tient qu'à un fil. Christopher, les médecins disent que l'espoir est la seule chose qui fait battre son cœur. Voulez-vous venir avec moi? Voulez-vous rentrer à la maison? La maison? Le mot ne signifiait rien pour moi. La maison, c'était la grange où je dormais certaines nuits quand Vernon était ivre et dangereux. La maison, c'était l'appartement avec le chauffage cassé et les cafards que je ne pouvais pas me permettre d'exterminer. La maison, c'était n'importe où les Rayfield n'étaient pas. Mais maintenant, cet étranger me disait que la maison était un manoir à Boston, une mère qui n'avait jamais abandonné et une fortune qui portait mon nom depuis ma naissance. Les personnes présentes aux funérailles commençaient à sortir. Patricia est passée devant nous et, juste une seconde, nos regards se sont croisés. En 30 ans, c'était la première fois qu'elle me regardait vraiment. Pas à travers moi, pas par-dessus moi, mais en me regardant, moi. Et dans cette fraction de seconde, j'ai vu la reconnaissance. J'ai vu la peur. J'ai vu une culpabilité si lourde qu'elle aurait dû l'écraser. Elle savait qui j'étais vraiment. Elle l'avait toujours su. Grandir dans la maison des Rayfield, dans le Montana rural, signifiait comprendre sa place dès le premier jour. Vernon Rayfield dirigeait un ranch de bétail prospère s'étendant sur 300 acres de terre de pâturage de premier choix. Et Patricia gérait les comptes avec une poigne de fer sur chaque centime qui passait par leur compte. Ils étaient respectés dans notre petite ville de Copper Ridge, population 2047 habitants. Vernon siégeait au conseil de l'église. Patricia organisait le festival annuel de la moisson. Tout le monde pensait qu'ils étaient de bonnes personnes, craignant Dieu, qui avait recueilli un enfant non désiré par charité chrétienne. L'histoire qu'ils racontaient à tout le monde était simple et noble. Ils m'avaient trouvé sur le pas de leur porte un matin d'hiver en 1994, à peine âgé de 5 ans, avec rien d'autre que les vêtements que je portais et une note qui disait « S'il vous plaît, prenez soin de lui. » Je ne peux plus. Pas de signature, pas d'explication, juste un abandon enveloppé de désespoir. Le shérif, le cousin de Patricia, avait soi-disant essayé de retrouver mes parents biologiques, mais n'avait rien trouvé. Alors, les Rayfield, déjà bénis de 2 enfants, m'ont ouvert leur maison. Nous n'étions pas obligés de te garder, me rappelait Vernon chaque fois que je demandais quelque chose. Le devoir chrétien a ses limites, mon garçon. Leur maison était magnifique, une grande maison de style ranch avec 5 chambres, bien que je dormais dans ce qui était autrefois un débarras attenant au garage. Il y avait une seule fenêtre qui donnait sur la remise à outils, pas de placard. Et en hiver, la température chutait si bas que je pouvais voir mon souffle. Pendant ce temps, la chambre de Colton avait sa propre salle de bain et une télévision à écran plat qu'il a eue pour son 13e anniversaire. La chambre de Bridget ressemblait à quelque chose d'un magazine, tout en rose et blanc avec un lit à baldaquin qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 3 mois à mon emploi actuel. Le petit déjeuner chez les Rayfield suivait une hiérarchie stricte. Vernon avait ses œufs au plat avec du bacon épais. Patricia prenait son café noir avec du pain de blé complet. Colton et Bridget avaient tout ce qu'ils voulaient. Généralement des céréales sucrées ou des pancakes que Patricia préparait frais. Je prenais ce qui restait, s'il restait quelque chose. La plupart des matins, je me contentais de pain rassis et de beurre de cacahuètes que je cachais dans ma chambre pour de telles occasions. Denny doit apprendre que rien n'est gratuit dans la vie, disait Patricia à ses amis de l'église quand elle commentait ma maigreur. Nous lui enseignons l'éthique du travail. Cela lui servira mieux que l'aumône. Mes corvées commençaient à 4h30 du matin, nourrir les poulets, traire les vaches, curer les stalles des chevaux, tout ça avant l'école, où j'arrivais épuisé et sentant légèrement le fumier, peu importe à quel point je me frottais. Colton me croisait dans les couloirs sans un regard, entouré de ses coéquipiers de football. Bridget s'écartait activement si je m'approchais trop, disant à ses amis que j'étais, juste l'aide qui vit avec nous. Après l'école, quand les autres enfants avaient entraînement sportif ou traînaient au restaurant, j'avais plus de travail. Réparer les clôtures, transporter le fourrage, réparer toute machinerie que Vernon avait délibérément laissé se casser pour que j'aie quelque chose pour occuper mon temps. Il m'a appris à réparer des moteurs, non pas par guidance paternelle, mais parce qu'il avait besoin de main-d'œuvre gratuite. À 12 ans, je pouvais reconstruire un moteur de tracteur. À 15 ans, je faisais tout l'entretien de chaque véhicule qu'il possédait, alors que Colton ne savait même pas changer un pneu.
tu as de la chance qu'on te nourrisse, a dit Vernon un soir où j'ai demandé pourquoi je ne pouvais pas me joindre à la famille pour le dîner de Thanksgiving à la table principale. Ta propre mère ne voulait pas de toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites de t'asseoir avec une vraie famille? La cruauté était calculée. Patricia gardait exactement une photo de moi dans la maison, prise quand j'avais environ 7 ans. Dessus, je me tenais à l'écart de la famille, sur le côté comme une pensée après coup. Elle la montrait aux visiteurs comme preuve de leur charité. Nous le traitons comme l'un des nôtres, mentait-elle pendant que je servais de la limonade à son club de lecture, invisible comme un meuble. L'école était ma seule évasion. Les professeurs m'aimaient parce que je travaillais dur, j'étudiais encore plus dur. Madame Henderson, ma professeure d'anglais de 4e, m'a un jour pris à part. Denny, tu es assez brillant pour l'université. As-tu pensé à ton avenir? Les enfants comme moi ne vont pas à l'université, lui ai-je dit, répétant ce que Vernon m'avait inculqué. Elle m'a alors regardé étrangement, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Des années plus tard, je me suis demandé si elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Mais dans les petites villes, on ne remet pas en question les familles comme les Rayfield. On ne fait pas de vagues avec des bateaux qui flottent tranquillement depuis des générations. La différence entre moi et les enfants Rayfield était la plus évidente à Noël. Ils recevaient des ordinateurs portables, des voitures, des voyages de vacances. Je recevais des bottes de travail et peut-être un manteau d'hiver d'occasion de l'armée du salut. Mais ce qui faisait plus mal que les cadeaux, c'était le faux-semblant. Patricia me tendait mon unique cadeau emballé avec un sourire pour les amis de l'église qu'ils avaient invités, puis devenait froide dès que les invités partaient. À 18 ans, j'avais économisé chaque centime que Vernon me payait à contre-cœur pour ce qu'il appelait du « travail supplémentaire », bien que tout fût supplémentaire puisque le travail régulier était simplement attendu. 2000 $, cachés dans une boîte de café, m'ont permis de verser une caution pour un appartement exigu au-dessus du Hazeles dîner en ville. Le jour où j'ai déménagé, les seuls mots de Patricia ont été « N'espère pas revenir en rampant quand tu auras échoué ». Mais je n'ai pas échoué. J'ai trouvé un travail chez Brennan & Hardware, où Sherman Brennan m'a traité avec plus de gentillesse en un jour que les Rayfield ne l'avaient fait en 18 ans. « Tu es un bon travailleur, Denny, disait-il. Fiable, honnête. C'est rare de nos jours. J'ai construit une vie à partir de rien parce que je pensais que rien n'était tout ce que je méritais. Chaque nuit dans ce petit appartement, je m'interrogeais sur ma mère biologique. Quel genre de femme abandonne son enfant sur un perron en hiver? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi pour que même elle ne puisse pas m'aimer? Ces questions m'ont hanté pendant 30 ans. Le poison que les Rayfield avaient versé dans mon âme, une goutte à la fois. Sauf que rien de tout cela n'était vrai. Il n'y avait pas de perron, pas de note désespérée, pas de mère qui ne voulait pas de moi. Juste Vernon et Patricia Rayfield, deux criminels qui ont volé un enfant et l'ont élevé comme un esclave tout en recueillant la sympathie de leur communauté pour leur charité chrétienne. Ils ont bâti leur réputation sur ma souffrance, leur prospérité sur ma vie volée. La mort de Vernon est survenue soudainement un mardi matin de septembre. Crise cardiaque massive en marquant le bétail, mort avant de toucher le sol. Toute la ville s'est déplacée pour les funérailles, remplissant l'église First Baptist à pleine capacité. Je me tenais au dernier rang, non invité à m'asseoir avec la famille malgré 30 ans passés sous leur toit. Cette section est réservée aux parents de sang, Denny, avait dit Patricia ce matin-là, sa voix aussi tranchante que le vent d'hiver. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Même dans la mort, Vernon commandait le récit. Le pasteur l'a appelé un pilier de la communauté, un père dévoué, un exemple chrétien de générosité. Lui et Patricia ont ouvert leur maison à un enfant dans le besoin, a annoncé le révérend Morrison, en faisant un vague geste dans ma direction. Cela demande un cœur spécial. La congrégation a murmuré ses « Amen » pendant que je luttais contre l'envie de vomir. Un cœur spécial. S'il savait seulement comment ce cœur se délectait de la cruauté, comment il calculait exactement la quantité de nourriture dont je pouvais survivre. Comment il ne m'a jamais montré une once d'affection véritable. C'est alors que j'ai remarqué l'étranger. Il se démarquait comme un diamant dans une mine de charbon, portant un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Pendant que tout le monde se concentrait sur le service, il ne cessait de me regarder, sortant son téléphone pour vérifier quelque chose, puis me regardant à nouveau. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait ce qui ressemblait à de vieux documents contre sa poitrine. Après le service,
La foule s'est dirigée vers le cimetière. Patricia est passée devant moi, flanquée de Colton et Bridget, tous trois vêtus de vêtements noirs coûteux qui criaient « L'argent de l'héritage est déjà en train d'être dépensé ». L'étranger est resté en arrière, attendant que la plupart des gens soient partis. Denny Rayfield. Sa voix tremblait comme celle d'un homme sur le point d'annoncer une nouvelle qui allait tout changer. Oui, c'est moi. Il s'est approché et j'ai pu voir de la sueur sur son front malgré l'air frais de septembre. Non, ce n'est pas ça. Votre nom est Christopher Thorne. Je suis Winston Aldrich, un détective privé. Je vous cherche depuis 28 ans. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Ma poitrine s'est serrée. L'église est soudainement devenue trop petite, trop chaude. Vous vous trompez. J'ai été adopté, mais mon nom a toujours été Denny. Vous n'avez pas été adopté. Winston a sorti un dossier en cuir avec des mains tremblantes. Vous avez été enlevé. Kidnappé dans un parc à Boston quand vous aviez 5 ans. Vos parents, vos vrais parents, sont Eleanor et James Thorne. Ils possèdent Thorne Industries. Ils n'ont jamais cessé de chercher. Il a étalé des coupures de journaux sur le banc d'église entre nous. Le premier titre hurlait « L'héritier de 5 ans disparaît du parc de Beacon Hill ». En dessous se trouvait une photo qui m'a coupé le souffle. C'était moi, plus jeune, mais indubitablement moi, portant des vêtements que je reconnaissais de rêves brumeux que j'avais rejetés comme de l'imagination. Une autre coupure d'il y a 5 ans. La famille Thorne augmente la récompense à 93 millions pour toute information sur leur fils disparu. C'est de la folie, ai-je réussi à dire, bien que ma gorge semblait tapissée de papier de verre. Les Rayfield m'ont trouvé sur leur perron. Il y avait une note. Le shérif a enquêté. Le visage de Winston s'est assombri. Le shérif était le cousin de Patricia, n'est-ce pas? Robert Henley. Il est mort il y a 10 ans, mais nous avons retrouvé sa veuve. Elle a confirmé qu'il a aidé à couvrir l'affaire, à falsifier les rapports, à créer les papiers d'adoption. Mes jambes ont menacé de lâcher. Je me suis assis lourdement sur le banc, mon esprit parcourant 30 ans de souvenirs, recadrant tout. Chaque mot cruel, chaque repas refusé, chaque rappel que je n'étais pas de la vraie famille a soudainement pris un sens terrifiant. Vernon Rayfield travaillait comme entrepreneur à Boston il y a 30 ans, a poursuivi Winston, sa voix stable mais urgente. Il faisait partie de l'équipe qui rénovait l'aire de jeu du parc de Beacon Hill. Le même parc d'où vous avez disparu. La semaine de votre disparition, Vernon a soudainement quitté son emploi. A dit à son patron qu'il y avait une urgence familiale dans le Montana. Il a acheté le ranch en espèces 2 mois plus tard. 90 000 $ en espèces, Denny. D'où un entrepreneur au chômage sort-il 90 000 $ en espèces en 1994. La pièce tournait. À travers la fenêtre, je pouvais voir le cortège funèbre se diriger vers le cimetière. Patricia, sous son voile de veuve, jouant l'épouse éplorée pendant que la victime de son mari était assise dans l'église qu'il avait trompée pendant 3 décennies. Votre mère est en vie, dit doucement Winston. Eleanor Thorne. Elle tient à peine le coup. Les médecins disent que l'espoir est la seule chose qui la fait tenir. Elle a fait des allers-retours à l'hôpital, crise de panique, dépression, 2 tentatives de suicide. Votre père, James, est mort il y a 3 ans. Ses dernières paroles pour moi ont été de ne jamais cesser de vous chercher. Winston a sorti une autre photo, celle-ci récente. Une femme d'une 60aine d'années se tenait devant un immeuble de verre, et même de loin, je pouvais voir qu'elle avait mes yeux, le même vert inhabituel que les Rayfield commentaient toujours. La caractéristique qui me marquait comme un étranger sur chaque photo de famille. Elle a besoin de savoir que vous êtes en vie, Christopher. Elle a passé 30 ans à se demander si vous étiez blessé, si vous aviez peur, si vous vous souveniez d'elle. Elle a gardé votre chambre exactement comme elle était le jour de votre disparition. Chaque jouet, chaque livre, attendant que vous rentriez à la maison. J'ai pensé à mon débarras attenant au garage, la seule fenêtre donnant sur la remise à outils, les hivers passés à voir mon souffle à l'intérieur. Pendant ce temps, quelque part à Boston, une chambre m'attendait depuis 3 décennies, préservée par une mère dont l'amour a survécu plus longtemps que toute ma vie volée. Si c'est vrai, pourquoi personne ne m'a trouvé plus tôt? Vernon était malin, a expliqué Winston. Il a changé votre nom immédiatement, a déménagé dans une petite ville où personne ne posait de questions. Vous étiez assez jeune pour que vos souvenirs s'estompent.
Il vous a probablement raconté des histoires sur votre adoption avant même que vous ne puissiez vous souvenir de la vérité. Nous avons suivi des milliers d'enfants adoptés au fil des ans, mais les papiers des Rayfield semblaient légitimes en surface. Ce n'est que lorsque la veuve de Robert Henley nous a contactés le mois dernier que nous avons enfin eu une piste sérieuse. Patricia est apparue à l'entrée de l'église, cherchant les retardataires. Nos regards se sont croisés à travers le sanctuaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur vaciller sur son visage. Elle savait exactement qui était Winston. Elle savait pourquoi il était là. Et elle savait que sa performance de 30 ans en tant que femme chrétienne charitable était sur le point de se terminer. Nous avons besoin de preuves, ai-je dit à Winston, bien que mon cœur connaisse déjà la vérité. Des preuves ADN. Déjà arrangées, a-t-il dit. Mais Christopher, nous devons agir avec prudence. Patricia est dangereuse. Si elle réalise que nous savons, elle pourrait s'enfuir ou détruire des preuves. Il y a des implications légales ici qui vont au-delà du simple kidnapping. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Winston m'avait donné un téléphone prépayé et m'avait dit d'agir normalement jusqu'à ce que les résultats du test ADN reviennent. N'affrontez pas Patricia, m'avait-il prévenu. Ne changez pas votre routine. Nous avons besoin de preuves solides avant d'agir. Mais comment agir normalement quand toute votre vie s'est révélée être un mensonge? J'étais allongé dans mon appartement au-dessus du Hazel's dîner, fixant le plafond taché d'eau, rejouant 30 ans de souvenirs avec une nouvelle compréhension. La façon dont Vernon me payait toujours en espèces pour le travail au ranch, jamais par chèque. La façon dont Patricia a brûlé tous les vieux documents dans un feu de joie quand j'avais 10 ans, prétendant qu'il faisait du désencombrement. La façon dont ils ne m'ont jamais laissé obtenir un passeport lorsque l'école a proposé un voyage au Canada. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis allé travailler plus tôt. Sherman Brennan était déjà là, son presse-papier d'inventaire à la main. « Tu as une sale mine, mon fils, dit-il en étudiant mon visage. Tout va bien? Les funérailles de Vernon étaient hier, ai-je dit, ce qui était vrai, mais pas la vérité. Sherman a hoché la tête lentement. Je ne peux pas dire qu'il me manquera. Cet homme n'a jamais eu un mot gentil pour toi de toutes les années que je l'ai connu. Tu es mieux sans cette famille, Denny. Si seulement il savait que je n'avais jamais eu de famille du tout. Winston a appelé cet après-midi-là alors que je rangeais des pots de peinture. Pouvez-vous me rejoindre au Riverside Motel ce soir? Chambre 12. Nous devons prélever l'échantillon d'ADN et discuter des prochaines étapes. Le motel était à 30 km de la ville, choisi spécifiquement pour que personne de Copper Ridge ne nous voie. Winston avait installé un centre de commandement mobile dans sa chambre, avec des ordinateurs portables, des dossiers et des boîtes de documents datant de 3 décennies. Votre cas n'a jamais été classé pour le FBI, a-t-il expliqué en faisant un prélèvement de salive pour l'ADN. Chaque année, le jour de votre anniversaire, votre mère les appelait, suppliant pour des nouvelles. Elle m'a engagé il y a 15 ans quand le FBI a essentiellement abandonné. Je suis des pistes depuis lors. Il m'a montré d'autres photos. La fête du 5e anniversaire de Christopher Thorne, 2 semaines avant l'enlèvement. J'ouvrais des cadeaux entourés d'autres enfants. Mes parents étaient accroupis à côté de moi, leur visage rayonnant de joie. Il y avait aussi une vidéo. Winston m'a prévenu avant de la jouer. Ça pourrait être difficile à regarder. La voix de ma mère a rempli la pièce. Christopher, dis à papa ce que tu veux être quand tu seras grand. Le petit garçon à l'écran, le garçon qui était moi, sautait sur place. Un super-héros. Je sauve les gens. Ma gorge s'est nouée. Quelque part dans mon esprit, ce souvenir existait. Enfoui sous 30 ans de Vernon me disant que je ne valais rien. Les résultats de l'ADN prendront 3 jours, a dit Winston. En attendant, j'ai besoin que vous réfléchissiez. Vous souvenez-vous de quelque chose d'avant? Même des fragments pourraient aider à monter le dossier. J'ai fermé les yeux. Des bottes de pluie rouge. Je me souviens de bottes de pluie rouge que j'adorais et d'une femme chantant quelque chose sur des oiseaux moqueurs. Les yeux de Winston se sont illuminés. Il a sorti son téléphone et a fait défiler des photos. Ces bottes? L'image montrait les mêmes bottes rouges dont j'avais rêvé pendant 30 ans. Elles étaient dans un sac de preuves étiqueté « Christopher Thorne », objet porté le jour de la disparition. Votre mère vous chantait cette chanson tous les soirs, dit-il doucement. Mockingbird. Elle l'a mentionné dans chaque interview qu'elle a donnée,
espérant que cela pourrait déclencher votre mémoire si vous l'entendiez. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans une lenteur surréaliste. Je suis allé travailler, j'ai souri aux clients, j'ai déjeuné au restaurant comme toujours, mais Patricia a commencé à agir étrangement. Elle est venue à la quincaillerie 2 fois, ce qu'elle n'avait jamais fait en 5 ans que je travaillais là. Denny, a-t-elle dit lors de sa 2e visite. J'ai réfléchi. Maintenant que Vernon est parti, il est peut-être temps que nous agissions plus comme une vraie famille. Voudrais-tu venir dîner dimanche? En 30 ans, elle ne m'avait jamais invité à dîner le dimanche. Je suis occupé, ai-je dit en me retournant vers mon travail. Sa voix est devenue froide. Tu sais, j'ai trouvé de vieux papiers dans le bureau de Vernon. Des papiers d'adoption. Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. C'était une menace. Elle savait que quelque chose se passait. Cette nuit-là, j'ai appelé Winston. Elle devient méfiante. Elle a menacé de détruire des documents. Les résultats de l'ADN sont revenus plus tôt, a dit Winston. Correspondance de 99,97% avec Eleanor Thorne. Vous êtes définitivement Christopher. Le FBI intervient demain matin. Je me suis assis lourdement sur mon canapé d'occasion. Bien que je m'y attendisse, la confirmation m'a quand même frappé comme un coup de masse. Il y a autre chose, a poursuivi Winston. Votre mère veut vous parler. Elle attend près du téléphone depuis que je lui ai dit que nous vous avions peut-être retrouvés. Êtes-vous prêt pour ça? Étais-je prêt à parler à une inconnue qui était ma mère? À entendre la voix de la femme qui m'avait cherché pendant que je récurais les sols et dormais dans un débarras. Passez-la moi, ai-je dit. La voix qui est sortie du téléphone était douce, brisée, pleine d'espoir. Christopher, est-ce vraiment toi? Je ne sais pas comment répondre à ça, ai-je dit honnêtement. J'ai été Denny pendant si longtemps. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. Tu peux être qui tu as besoin d'être. J'ai juste besoin de savoir que tu es en sécurité. Es-tu en sécurité? En sécurité? Un mot si simple que je n'avais jamais vraiment compris. Je le suis maintenant. Le FBI dit que je ne peux pas te voir avant demain. Mais Christopher, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Chaque jour pendant 30 ans, je t'ai aimé. Chaque anniversaire, je préparais un gâteau. Chaque Noël, j'emballais des cadeaux. Chaque nuit, je chantais dans ta chambre vide. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été remplacé. Tu as toujours été mon petit garçon. C'est là que j'ai craqué. 30 ans d'émotions refoulées se sont déversées. Cet inconnu m'aimait plus que les gens qui m'avaient élevé ne l'avaient jamais fait. Cette femme dont je ne me souvenais pas n'avait jamais cessé de se battre pour moi, alors que les gens que j'appelais ma famille ne s'étaient jamais battus pour moi du tout. Le FBI est arrivé à l'aube. 6 SUV noirs déferlant sur Copper Ridge comme une armée d'invasion. J'ai regardé de la fenêtre de mon appartement alors qu'ils encerclaient le ranch d'Errefield. Patricia était dans sa cuisine en train de faire du café quand ils ont frappé. Probablement en train de planifier une autre journée à jouer la veuve éplorée. En quelques minutes, elle était menottée. Winston est venu me chercher 1 heure plus tard. Elle ne parle pas encore, mais elle le fera. Les preuves sont accablantes. Au poste du shérif, maintenant grouillant d'agents fédéraux, je me tenais derrière une vitre sans teint, regardant Patricia dans la salle d'interrogatoire. Elle avait l'air plus petite sans sa robe d'église et sa posture parfaite. Juste une femme de 70 ans confrontée aux conséquences de 3 décennies de mensonges. L'agente du FBI, une femme nommée agent Chen, a exposé les preuves méthodiquement. Les résultats de l'ADN. Les dossiers financiers montrant la mystérieuse manne financière de Vernon en 1994. Le témoignage de la veuve de Robert en les confirmant que le shérif a aidé à falsifier les documents d'adoption. Les relevés téléphoniques montrant que Vernon avait appelé la résidence Thorne 12 fois dans les semaines précédant l'enlèvement, repérant probablement la routine de la famille. Patricia est restée silencieuse pendant 3 heures. Puis, l'agent Chen a passé la vidéo de moi, à 5 ans, à ma fête d'anniversaire, et quelque chose sur le visage de Patricia s'est fissuré. « Éteignez ça », a-t-elle murmuré. « C'est Christopher Thorne », a dit l'agent Chen. « Le garçon que vous appelez Denny depuis 30 ans. Le garçon dont vous avez détruit les parents. » La main de Patricia tremblait. « Nous n'avions pas prévu ça. Vernon a vu une opportunité. Racontez-moi tout. »
L'histoire qui a suivi était pire que ce que j'avais imaginé. Vernon faisait partie de l'équipe de construction du parc de Beacon Hill, regardant les familles riches jouer avec leurs enfants alors qu'ils luttaient contre des dettes de jeu croissantes. Il avait remarqué la routine de la famille Thorne, comment la nounou était parfois distraite en parlant à d'autres soignants. Un jour, il a vu sa chance. « J'étais juste censé attendre dans le camion », a dit Patricia, sa voix creuse. Vernon a attrapé le garçon pendant que la nounou était tournée. C'est arrivé en quelques secondes. Nous allions demander une rançon, juste assez pour couvrir les dettes de Vernon et repartir à zéro. Mais ensuite, la nouvelle a explosé, la récompense, le FBI partout. Nous ne pouvions pas le rendre sans nous faire prendre. Alors vous l'avez gardé, a dit platement l'agent Chen. Nous avons déménagé immédiatement. Le cousin de Vernon dans le Montana venait de mourir. Nous a laissé assez pour un acompte sur le ranch. Nous avons dit à tout le monde que nous avions trouvé le garçon abandonné. Robert a aidé avec les papiers. Il devait aussi de l'argent à Vernon. Et vous l'avez élevé comme votre serviteur, ai-je dit de derrière la vitre, bien qu'elle ne puisse pas m'entendre. Nous lui avons donné à manger et un abri, a poursuivi Patricia, comme si cela justifiait tout. Plus que ce que certains enfants reçoivent. L'agent Chen a sorti des photos de ma chambre d'enfant à Boston, celles que mes parents avaient préservées. C'est ce qu'il aurait dû avoir. Des parents qu'il aimait. Sa propre chambre, une éducation, un fonds en fiducie valant des millions. Au lieu de cela, vous lui avez donné un débarras et l'avez traité comme du bétail. Le sang-froid de Patricia s'est finalement complètement brisé. Vous ne comprenez pas ce que c'était. Chaque jour, se demander si quelqu'un le reconnaîtrait. Chaque jour, craindre que le FBI ne se présente. Nous ne pouvions pas l'aimer. L'amour nous aurait rendus faibles. Nous devions le garder à distance pour survivre. Vous avez torturé un enfant pour vous protéger, a dit l'agent Chen. Colton et Bridget sont arrivés alors, exigeant de voir leur mère. Quand le FBI a expliqué la situation, Bridget s'est effondrée en larmes tandis que Colton est resté figé, me regardant à travers la vitre. Vous saviez, ai-je dit en entrant dans la pièce où ils attendaient. Vous deviez savoir que quelque chose n'allait pas, nous pensions que tu avais été adopté, dit faiblement Colton. Maman disait toujours que ta mère biologique était une toxicomane qui t'avait abandonné. Et cela justifiait de me traiter comme une ordure? Il n'avait pas de réponse. Bridget ne pouvait même pas me regarder. Patricia a été formellement inculpée d'enlèvement, de complot, de fraude et de maltraitance d'enfants. Le FBI avait également découvert des preuves des autres crimes de Vernon, notamment le détournement de fonds de son entreprise de construction à Boston et du projet d'hôpital pour enfants pour lequel il avait volé des matériaux. Le ranch, acheté avec de l'argent volé, serait saisi. Cet après-midi-là, Winston m'a conduit à l'aéroport. Votre mère arrive par avion. Elle ne pouvait pas attendre un jour de plus. Le jet privé a atterri au petit aéroport régional juste après le coucher du soleil. Je me tenais sur le tarmac, les mains tremblantes, regardant la porte s'ouvrir. Eleanor Thorne a descendu les escaliers lentement, comme si elle craignait que je disparaisse si elle bougeait trop vite. Elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais, plus fragile que sa photo ne le suggérait, mais ses yeux verts qui correspondaient parfaitement aux miens, étaient féroces d'un amour qui avait survécu à 30 ans d'enfer. Christopher, dit-elle en tendant la main timidement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a franchi la distance entre nous en 3 pas rapides et m'a serré dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison dans un endroit où je n'avais jamais été. Elle sentait le parfum cher et autre chose. Quelque chose de familier qui ravivait des souvenirs que je pensais être des rêves. Mon bébé, sanglota-t-elle contre ma poitrine. Mon beau garçon. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé que nous n'ayons pas pu te trouver plus tôt. Ce n'est pas votre faute, ai-je réussi à dire. Elle s'est reculée, étudiant mon visage avec émerveillement. Tu as la mâchoire de ton père, ses mains, mais ses yeux sont les miens. Elle a touché mon visage doucement. Te souviens-tu de quelque chose? De quoi que ce soit. Des bottes rouges, ai-je dit, et quelqu'un qui chantait à propos d'oiseaux moqueurs. Son visage s'est décomposé. Tu adorais ces bottes. Tu les portais partout, même quand il ne pleuvait pas. Et cette chanson, je la chantais tous les soirs. Chaque soir, même après ton départ. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo de la semaine dernière. C'était elle,
dans ce qui était clairement ma chambre d'enfant, chantant la chanson de l'oiseau moqueur à un lit vide, les mêmes bottes rouges posées sur une étagère derrière elle. Je n'ai jamais arrêté, Christopher. Je n'ai jamais perdu l'espoir que quelque part, tu étais en vie et que tu pourrais te souvenir. Patricia Rayfield a écopé de 25 ans dans une prison fédérale. À 70 ans, c'était en fait une peine à perpétuité. Lors de sa condamnation, elle n'a montré aucun remords, disant seulement « Je lui ai donné un toit et je lui ai appris à travailler ». C'est plus que ce que ses vrais parents auraient fait, en le gâtant avec de l'argent qu'ils n'avaient pas gagné. La réponse du juge a été rapide et sévère. Vous avez volé un enfant à des parents aimants et l'avez soumis à 30 ans de torture psychologique. Vous avez détruit 3 vies par cupidité. 25 ans, c'est miséricordieux. Colton et Bridget ont tout perdu. Le ranch a été saisi comme produit du crime. Le FBI a découvert que Vernon avait détourné plus de 200 000 $ tout au long de sa carrière, finançant leur style de vie confortable avec de l'argent volé. Colton est venu me voir une fois avant que je quitte le Montana. J'ai besoin que tu saches quelque chose, dit-il, se tenant maladroitement dans mon appartement. Quand nous étions enfants, j'ai entendu maman et papa se disputer une nuit. Papa a dit quelque chose comme si quelqu'un découvre pour le garçon. Maman lui a dit de ne plus jamais en parler. J'aurais dû savoir. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a regardé ses pieds. Parce que la vie était plus facile quand c'était toi qui prenais tous les coups. Chaque fois que papa était en colère contre toi, il n'était pas en colère contre moi. Je t'ai laissé souffrir pour que ma vie soit plus facile. Je suis désolé, Denny. Je veux dire, Christopher. C'était la première fois que quelqu'un de cette famille s'excusait auprès de moi. Déménager à Boston, c'était comme atterrir sur une autre planète. Éléonore avait entretenu ma chambre d'enfant pendant 30 ans, mais elle ne m'a pas fait pression pour que je reste dans le manoir familial. Au lieu de cela, elle m'a aidé à trouver mon propre appartement à proximité pendant que je m'adaptais à cette nouvelle réalité. Le fonds en fiducie que mon père m'avait laissé avait atteint plus de 40 millions de $, en dehors des avoirs de l'entreprise. Des chiffres qui semblaient imaginaires pour quelqu'un qui avait survécu avec le salaire minimum. Mais ce n'est pas l'argent qui m'a guéri. C'est Éléonore elle-même. Elle n'a jamais poussé, n'a jamais exigé que je l'appelle « maman » ou que je prétende que ces 30 ans n'avaient pas eu lieu. Au lieu de cela, elle était simplement présente. Chaque matin, elle m'envoyait un texto pour me demander si je voulais un café. Chaque soir, elle vérifiait si j'avais dîné. De petits actes de sollicitude constants que je n'avais jamais connus auparavant. Ton père aurait adoré voir l'homme que tu es devenu, m'a-t-elle dit un soir alors que nous regardions des albums photos. Tu as survécu à ce qui aurait brisé la plupart des gens. Tu es resté gentil quand ils étaient cruels. Tu as travaillé dur quand tu avais toutes les raisons d'abandonner. Ce n'est pas malgré ce qu'ils t'ont fait. C'est qui tu es au fond de toi. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine avec une spécialiste des cas d'enlèvement retrouvés. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre que les Rayfield n'avaient pas seulement volé mon enfance. Ils avaient essayé de voler mon estime de moi. Ils avaient besoin que vous croyiez que vous ne valiez rien, a-t-elle expliqué. Si vous aviez cru que vous méritiez mieux, vous auriez pu remettre en question l'histoire. Votre mécanisme de survie était d'accepter leur version de la réalité. Maintenant, vous pouvez écrire la vôtre. Sherman Brennan m'a appelé le mois dernier. J'ai tout entendu aux nouvelles. Sacrée histoire, Christopher. Tu reviens nous voir? Peut-être un jour, lui ai-je dit. Pas encore. Eh bien, quand tu le feras, souviens-toi de quelque chose. Tu as été le meilleur employé que j'ai jamais eu. Et cela n'avait rien à voir avec ces monstres qui t'ont élevé. Cette éthique du travail, cette intégrité, ça venait de toi. L'argent ne change pas ça. Tu as mérité chaque bonne chose qui t'arrive. Éléonore et moi dînons ensemble tous les dimanches maintenant, non pas parce que nous le devons, mais parce que nous le choisissons. Elle me raconte des histoires sur mon père, sur la vie qu'ils avaient prévue pour moi. Je lui parle de l'homme que je suis devenu sans eux. La force que j'ai trouvée dans l'obscurité. Nous construisons quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui a été volé. Le conseil d'administration de Thorne Industries voulait que je prenne la relève immédiatement, mais je suis d'abord des cours de commerce. Je veux le mériter, ai-je dit à Éléonore, pas seulement en hériter. Elle a souri à cela. Tu es définitivement le fils de ton père.
Il a dit la même chose quand son père lui a offert l'entreprise. La fortune, l'entreprise, la vie de la haute société de Boston qui m'attend. Tout cela semble surréaliste. Mais le plus grand cadeau n'est pas l'argent. C'est de savoir que pendant que je dormais dans un débarras, convaincu que personne ne voulait de moi, 2 personnes m'aimaient désespérément. Pendant que Patricia me disait que j'avais de la chance d'avoir des restes, mes vrais parents dépensaient des millions pour essayer de me retrouver. Éléonore a fait don de la récompense de 93 millions de dollars au Centre national pour les enfants disparus et exploités. D'autres familles cherchent encore, a-t-elle dit. Peut-être que cela les aidera à trouver ce que nous avons trouvé. La semaine dernière, je suis passé en voiture devant le ranch des Rayfield. Il est mis aux enchères fédérales. Les mauvaises herbes envahissent déjà le jardin parfait de Patricia. Le débarras où j'ai passé 18 hivers est visible depuis la route. Cette unique fenêtre donnant sur la remise à outils. Je ne déteste plus cette pièce. Un garçon nommé Denny y a survécu. Il a fait de son mieux avec les mensonges qu'on lui a donnés et a réussi à garder son humanité intacte malgré tout ce qu'ils lui ont fait subir. Ce garçon, celui qui se levait avant l'aube chaque jour en croyant qu'il ne valait rien. Il a sauvé Christopher Thorne. Il l'a maintenu en vie, l'a fait travailler, l'a fait avancer jusqu'à ce que la vérité puisse le trouver. Je suis reconnaissant à Denny Rayfield. Il n'était pas réel, mais sa force l'était. Maintenant, je suis Christopher Thorne, apprenant à être l'homme que mes vrais parents ont toujours cru que je pouvais être. Chaque matin, je me réveille dans un lit qui est le mien, dans une vie qui est la mienne, avec un nom qui est le mien. Les Rayfield ont volé 30 ans, mais ils n'ont pas pu voler mon avenir. Ils ont essayé de me convaincre que je n'étais rien. Mais il s'avère que j'étais tout pour quelqu'un. Certaines histoires se terminent par la justice. D'autres par des retrouvailles. La mienne se termine par quelque chose de plus simple. La connaissance que l'amour peut survivre à 30 ans de séparation. Les mensonges ne peuvent pas enterrer la vérité pour toujours. Et parfois, la vie que vous étiez censé vivre attend juste que vous la revendiquiez. Si cette histoire a résonné en vous, si vous croyez au pouvoir de la vérité et à la force des familles séparées par des circonstances indépendantes de leur volonté, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien aide ces histoires à atteindre ceux qui pourraient chercher leur propre réponse. Commentez ci-dessous avec vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies incroyables de résilience, de retrouvailles et de rédemption. Merci d'avoir écouté mon voyage de Denny à Christopher, de voler à retrouver, de la survie à la vraie vie.